Bonjour à toutes et à tous sur ce sujet Tech Life qui va parler actuellement de mise en production en fait d'un modèle IA. Donc ça va être surtout un sujet de Rex hein, sur un de mes précédents projets. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai à la toute fin de cette présentation. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Damien Castel, je suis MLOps chez Clanic. J'ai 7 ans d'expérience dans l'IT, dans différents domaines, dans l'industrie, l'énergie, le bancaire. Je suis un grand geek à mes heures perdues. Et je suis aussi un gros fan de festivals. Pour les connaisseurs, il y a un petit festival qui s'appelle le Hellfest qui arrive bientôt en juin, auquel je vais participer évidemment. Ce soir, je vais d'abord vous présenter un peu ce qu'est le rôle de MLOps. Pour certains, ça va peut-être parler, pour d'autres, c'est peut-être une grosse découverte. Donc, je vais faire un petit tour sur ce nouveau rôle, entre guillemets, qui est arrivé très, très récemment. Je vous parlerai ensuite du contexte du projet avec toute la partie legacy existante. Ensuite, je vous parlerai de la partie architecture cible et de la solution qui a été proposée. Et à la fin, je vous ferai un Rex en général sur vraiment la partie projet en elle-même et des choses à potentiellement éviter ou justement à continuer par rapport à ce que j'ai pu vivre avec cette expérience. Tout d'abord, sur la partie MLOps. Qu'est-ce que le rôle de MLOps? C'est un concept qui est plutôt large. On va faire un petit saut dans le temps, entre guillemets, où on va commencer à parler de tout ce qui est génération de modèles de machine learning, qui étaient surtout déployés en mode artisanal à l'époque, avec des utilisations en POC, donc pas forcément d'industrialisation qui était derrière. Le but était, pour le coup, de tester des modèles, de voir si justement on pouvait faire quelque chose de ces choses-là, et après d'essayer de les utiliser. Mais il n'y avait pas forcément de grosses plateformes qui étaient mises en place pour pouvoir les déployer, c'était toujours un petit peu branlant. Dans la suite en fait de cette chose-là, entre 2010 et 2015, en fait, on a commencé à voir l'émergence de la partie DevOps. Et en fait, on se rend compte que la partie machine learning a un petit besoin aussi de pouvoir avoir de l'automatisation et de s'inspirer un peu de cette partie du DevOps qui commence un peu à naître de cette méthode. On commence à avoir des modèles de machine learning qui sont utilisés en prod. Donc on se dit, pourquoi pas essayer de faire des modèles de CI/CD qui puissent justement permettre d'avoir un peu ce suivi de déploiement, d'avoir une automatisation qui soit derrière et de certifier en fait que nos modèles se déploient comme il faut et ne cassent pas à chaque fois l'infra quand on veut les déployer, mais on reste quand même sur quelque chose encore de très très manuel. En 2016-2017, c'est très large la fourchette pour le coup, on commence vraiment à avoir des termes MLOps qui apparaissent, donc ça fait une petite dizaine d'années, même si ça reste toujours un petit peu en balbutiement, parce qu'on parle MLOps, on parle aussi data engineer, enfin, il peut y avoir beaucoup de personnes qui peuvent toucher un peu à ce domaine-là. On commence à avoir une application vraiment de la méthode DevOps sur la partie ML, donc avec toute la partie entraînement, les jeux de test, toute la partie déploiement aussi. Donc on essaie vraiment de certifier que les modèles qu'on entraîne répondent toujours aux mêmes besoins, qu'on puisse vraiment les améliorer, qu'on ne régresse pas et que ça puisse suivre vraiment cette continuité de déploiement et de faciliter l'utilisation par la suite. On commence à avoir des premiers outils qui commencent à sortir. On parle de TensorFlow Extend, d'Airflow, même si c'est pas forcément encore vraiment bien lié à la partie ML. Après, on a toute la partie contrôle de version pour la partie données avec DVC et MLflow qui, pour le coup, nous permet de garantir nos jeux de données et de pouvoir les versionner. Donc, en fait, ça nous permet d'avoir un tracking vraiment sur cette partie jeu d'entraînement. En 2018-2020, là, en fait, on commence vraiment à avoir du rôle MLOps qui apparaît. On garde toujours cet appui
sur la partie DevOps, sauf que non, en fait, on va prendre un chemin un petit peu différent. On va vraiment le rendre très spécifique à la partie machine learning, puisque les besoins ne sont pas les mêmes que de construire une application, de la déployer. Là, il faut pouvoir garantir aussi que le jet de données soit toujours correct, qu'on ait vraiment tout un suivi propre. Et dans cette phase-là, en fait, on va avoir des plateformes cloud qui vont commencer à sortir des services. Je pense à AWS avec SageMaker, on a Google AI Platform, Azure ML, voilà, c'est vraiment les 3 plus gros actuellement qui existent. Et on a MLflow qui continue à faire son petit bonhomme de chemin et à proposer du end-to-end, donc en fait de pouvoir déployer leur plateforme sur du Azure et de pouvoir faire justement toute la partie gestion de modèles, gestion de données, modèles, et après de faire l'utilisation par la suite. Et jusqu'à aujourd'hui, et même encore peut-être plus tard, je l'espère, avec tous les sujets IA qui courent actuellement, on commence à avoir vraiment beaucoup plus besoin d'avoir des MLOps en fait, au sein des équipes, ou en tout cas des personnes qui puissent justement nous appuyer en fait sur les équipes pour déployer des modèles IA, puisque en fait, on va avoir des sujets qui vont être bien plus posé sur la partie IoT. On a besoin d'avoir des modèles qui soient éthiques. On peut même parler aussi, à un moment donné, un peu de GreenOps, même si il y a Green IT plutôt qui existe, puisque le but, c'est de ne pas non plus consommer d'électricité en masse pour dire avoir des petits modèles qui tournent sur des gros GPU, alors que finalement, on n'en a pas besoin. Voilà, il y a toute cette partie-là qui rentre un peu en jeu pour aussi faire des coûts budgétaires dans le sujet. J'ai mis un petit schéma qui reprend un peu tout ce que j'ai pu dire. En fait, on reprend le petit infini de la partie DevOps avec toute la partie justement package, release, configure et le monitoring. Sauf que non, en fait, on va rajouter une petite boucle en plus qui est la boucle data et modèle qui va nous permettre d'avoir justement cette phase de suivi plus forte sur les déploiements IA. Je vais maintenant rentrer, après cette petite présentation justement du relais MLOps, je vais rentrer dans la partie contexte projet avec une partie legacy. Donc en fait, je rentre dans un projet où en fait le but était de pouvoir intégrer un modèle de computer vision, donc du YOLO V3 pour la détection d'objets. L'existant étant que en fait il y a des inspections télévisuelles qui sont menées sur des plateformes. Le but, c'est de détecter en fait le moindre objet afin d'éviter des maintenances à rallonge et surtout d'anticiper, de prévoir la maintenance au bon endroit. Pas dire, voilà, on a un tuyau qui fait 50 mètres de long, en fait, on ne va pas inspecter, travailler sur tout le tuyau pendant 50 mètres, on va vraiment passer la caméra et observer, par exemple, des petits déchirements, des rayures ou des choses comme ça, afin de pouvoir éviter de cibler des maintenances et d'éviter de passer 3 jours à faire des réparations. Sachant en plus que là où j'étais, le modèle en fait était déjà existant. Le problème étant que les personnes qui étaient sur site, qui utilisaient le système, en fait, devaient sauvegarder les vidéos, les envoyer à l'équipe qui gérait le modèle. L'équipe qui gérait le modèle faisait tourner l'IA, récupérer les informations et ensuite retransférer les informations à la partie utilisateur, donc en fait aux techniciens qui étaient sur site directement. Très grosse charge entre guillemets, parce que en fait il y a beaucoup d'aller-retour qui est fait, on n'a pas forcément un gros gain de temps, même si globalement le traitement est rapide, mais globalement le fait de devoir transférer des informations, ça reste quand même quelque chose de très lourd. Donc le but était d'esquiver ça, sachant en plus que il y avait déjà en gros une architecture qui existait sur AWS, une plateforme qui nous permettait de charger des vidéos. Et en fait, le but, c'était de pouvoir, une fois les vidéos lues, de pouvoir potentiellement passer l'IA dessus. Mais cette brique n'était pas encore existante à ce moment-là. Donc, on avait vraiment juste le modèle à part, la partie applicative back-front, et ensuite, l'IA ne tournait pas.
Premier gros sujet, le mur technique. On est sur du YOLO V3, on est sur du Python 3.7, TensorFlow 1.x, j'ai plus exactement la version, c'est 1.5 je pense. Pour ceux qui travaillent un peu sur Python, je pense qu'il y a des petits poils qui ont du CRC, on est quand même sur des très vieilles versions, des choses qui ne sont plus forcément maintenues. Donc on a des risques de sécurité avec des dépendances à des librairies qui ne seront plus maintenues, qui vont peut-être sauter du jour au lendemain parce que forcément les nouvelles versions de Python implémentent des nouvelles choses, donc vont forcément faire péricliter les anciennes versions. Et en plus, on est sur quelque chose de bloquant, puisque en étant sur AWS et sur des stacks qui sont quand même relativement récentes, l'implémentation du modèle, c'était une catastrophe. Il y a déjà eu des essais où c'était juste construire un gros Docker et de le faire tourner un peu à l'arrache avec la première instance qui passait. Pas du tout automatisé, pas trop rentable non plus. Donc le but, c'était vraiment d'éviter ce genre de soucis. On est sur une architecture, comme je disais juste avant, qui est plutôt orientée SaaS, avec une application, avec un côté front et back. La partie back, en fait, c'était quelque chose qui était plutôt monolithique, même si on avait plusieurs lambda qui tournaient, mais il y avait beaucoup de couplage sur certains sujets, avec un front qui faisait des liens un peu particuliers. Donc, le travail avait déjà, au moment où je suis arrivé dans l'équipe, le travail avait déjà commencé en fait de refondre un peu cette partie back pour la rendre un petit peu moins couplée et plus lisible aussi à côté. Et en fait, ensuite, on avait une petite base de données qui était à côté. L'objectif, comme j'ai pu peut-être le faire sous-entendre juste avant, c'était d'éviter que le sujet de l'IA arrive et vienne se mettre dans le bac directement. Impossible. Enfin, franchement, en l'état du bac, ça aurait été une prise de tête. Je pense qu'il y avait personne qui avait envie de se jeter à l'eau pour faire ça. Donc, le but, ça a été vraiment d'avoir cette architecture qui soit clean de notre côté et qui puisse, à côté, prévoir l'installation de nouveaux modèles d'IA. Là, actuellement, on n'avait qu'un seul modèle qui était fourni par une équipe. On avait d'autres modèles qui avaient potentiellement fournis par d'autres équipes. Donc le but, c'était de pouvoir avoir une plateforme qui nous permette d'industrialiser et d'automatiser en fait le déploiement de tous ces modèles d'IA qu'on allait pouvoir recevoir. Et justement, on va rentrer dans cette partie architecture cible avec la solution qui a pu être proposée. Le but étant, comme je disais, d'avoir quelque chose qui soit vraiment automatisé. Et la première chose qui a été mise en place, c'est l'utilisation d'ONNX. Si vous ne connaissez pas, c'est un petit soft open source en fait, qui permet de faire de la traduction, on va dire ça en langage grossier entre guillemets, traduction de fichiers de modèles en version ONNX, et en fait de simplifier toute la partie mathématique qu'il y a derrière, et en fait de décorréler le modèle de librairies vraiment spécifiques. Donc là, comme c'est marqué, il y a une partie rationalisation, c'est qu'en fait, on supprime les dépendances à TensorFlow, à PyTorch ou autre, et en fait, on garde juste un modèle qui peut tourner avec ONNX, tout simplement, qui possède en plus un runtime qui est vraiment très optimisé. Pour l'avoir utilisé, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le tester jusqu'au bout sur la partie vraiment CUDA pure avec AWS, mais je pense qu'en ayant des petits serveurs privés, ça peut être intéressant de s'amuser à voir vraiment le petit. Mais on peut, avec un modèle, choisir les optimisations qu'on va vouloir faire dessus. Donc, soit on va le garder pour le mode CPU, qui est le mode de base, soit on va l'optimiser pour la partie GPU, donc commencer à faire du parallélisme en fait sur la partie inférence, ou après on peut rentrer dans toute la partie CUDA et Tensor. Et pour le coup, là, on rentre vraiment dans des trucs spécifiques à NVIDIA et de ce que j'ai vu en termes de résultats, on a quand même des gains de perf qui sont quand même assez colossaux sur ces sujets-là. Et en plus d'avoir un modèle qui soit facilement lisible par la suite. Le modèle, en fait, va être traduit et va nous donner directement les sorties qui sont attendues, de façon à ce qu'on n'ait pas non plus à chercher pendant 15 ans comment lire le modèle. Et en fait, au final, la partie ONNX reste en fait un très bon contrat d'interface. Quand on discute avec des équipes, par exemple comme là, la partie l'équipe R&D potentiellement avec qui j'ai pu travailler,
on ouvre une discussion en disant, bah voilà, le but, ça serait, vous avez des fichiers qui sont en pickle ou en format X ou Y à côté. Bah, en fait, nous, on voudrait avoir un fichier ONNX. Si vous ne savez pas le faire, on peut vous aider à l'apporter, mais au moins l'avantage, c'est qu'on a une façon de communiquer avec toutes les équipes, on sait ce qui est attendu, et nous, derrière, en termes d'intégration, bah, c'est un peu tout bénef, parce qu'on n'a pas besoin de s'adapter à une plateforme précise. À tout moment, l'équipe A, elle va faire du PyTorch, et l'équipe B, elle va faire du TensorFlow. Bon, même s'il y a des traductions qui existent entre les deux langages, ça reste quand même toujours un peu compliqué à mettre en place. Voilà, c'est vraiment ce truc-là qu'on voulait éviter, en fait, d'avoir un mélange de langages sur le projet, surtout pour la partie modèle. La partie architecture MLOps aussi, qui était intéressante à voir parce que on a la partie ONNX. Donc maintenant, en fait, on a notre modèle YOLO V3 qui a été transité en version ONNX. Qu'est-ce qu'on fait avec le but, ça a été déjà dans un premier temps de ne pas surcharger notre CI/CD et de ne pas faire d'usine à gaz juste pour un modèle. Là, actuellement, on a fait un script de traduction pour le modèle YOLO, mais il ne servira que pour le modèle YOLO, surtout le YOLO V3. Après, YOLO X, etc., mais c'est d'autres façons de traduire et qui sont des langages déjà bien plus récents, donc plus facilement modifiables pour la partie ONNX. Mais le but, c'était pas de surcharger notre CI/CD et de se casser un peu les fesses à se dire, bah, voilà, on a YOLO V3, est-ce qu'on va faire une pipeline pour le déployer? Non, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est d'avoir notre conversion manuelle qui fonctionne à chaque fois. On aura un modèle YOLO V3. Potentiellement, s'il réentraîne ce modèle YOLO V3, on pourra le reconvertir comme il faut. Et encore mieux, c'est si l'équipe qui nous fournit le modèle, c'est le donneur ONNX, bah, autant directement l'utiliser en modèle ONNX. En étant sûr aussi qu'ils aient fait les bonnes traductions. Ça, j'en parlerai par la suite. C'est des petits points durs qui ont pu être retournés sur le projet. Donc on a cette partie modèle, donc maintenant traduite. Le but, c'était maintenant de pouvoir faire la partie inférence. Ce qui a été choisi côté inférence, c'était d'utiliser un Docker et de se greffer sur SageMaker. SageMaker nous permet d'avoir justement donc une plateforme de déploiement de modèles IA. Il y a un système qui est tout packagé où en fait on peut faire du drag and drop sur des petites briques et en fait il va nous monter notre modèle et même le sauvegarder, etc. Là, c'était pas ce qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'était juste leur système de déploiement où en fait on a utilisé leur Bring Your Own conteneur. Donc, on a construit un conteneur avec FastAPI à l'intérieur et en fait, on l'a exposé au sein de SageMaker et SageMaker s'est débrouillé pour faire la liaison Docker d'inférence avec le modèle. Donc, en fait, déjà, ça nous simplifie un peu la vie. Et en plus, derrière, on peut avoir une bibliothèque de modèles qu'on va pouvoir utiliser avec un FastAPI qui va pouvoir lire les différents modèles, puisqu'en fait, toute la partie construction est vraiment très très spécifique et en fait tous les modèles vont être chargés dans un chemin vraiment bien précis. S'il y a plusieurs modèles, en fait il va y avoir des dossiers qui comprendront le nom du modèle et ainsi de suite. Et donc en fait on va pouvoir sélectionner vraiment ce qu'on voudra. Donc en fait, de ce que j'ai montré juste avant, de la partie architecture, en fait, on commence à avoir un truc qui est complètement découplé, où en fait on a notre service back-end qui commence à être un peu harmonisé déjà de base. Et en gros, le back-end fait appel à notre service IA pour pouvoir faire en fait toute la partie traitement. Donc traitement IA, sachant que je skip un peu la partie AWS architecture complète parce qu'on peut rentrer après dans la partie step function, etc. Mais ça, c'était pas vraiment l'objectif de ce soir. Et donc en fait, le but c'est qu'on fasse l'inférence et nous l'inférence en fait on le retransmet avec en même temps une écriture en base de données. Donc là pour le coup, on a un modèle, enfin un service d'IA qui est complètement découplé, qui peut intégrer des nouveaux modèles. Et qui va pouvoir répondre en fait à peu près toutes les demandes qu'il va y avoir besoin. Donc on reste vraiment sur quelque chose un peu dans l'état de l'art entre guillemets de cette partie cloud, même si on a encore des petites améliorations à apporter, on était vraiment très très bien parti là-dessus sur cette partie des déploiements. Et donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, dans la partie Rex. Pour le coup, je vais peut-être un peu plus parler à côté. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions au
cas où, parce que ça peut être pas forcément très très clair. On a la réalité terrain qui nous a rattrapés. Comme je le disais, le modèle ONNX, vieille version de Python, donc vieille version de TensorFlow, pour le faire tourner et voir comment le système répondait et comment on pouvait lire les sorties, il fallait qu'on génère un dev container / Docker un peu à notre sauce, le truc qui tournait une fois sur 10. C'était un peu l'enfer à mettre en place. Sachant en plus que lors des conversions, en fait, on a voulu faire la conversion nous-mêmes du modèle en se basant, puisqu'en fait, le modèle avait été pris sur une page GitHub et entraîné. Et en gros, le but, c'était de pouvoir en fait, de sortir ces infos-là. Le problème, c'est que les sorties d'inférence ont été totalement inversées. Donc, en gros, ce qu'on devait récupérer, entre guillemets, en liste classique, et en fait, on n'avait pas des listes classiques. On avait une seule sortie qui était une liste qui contenait vraiment l'information qu'on avait, qui était, si je ne me trompe pas, la classe. Mais tout ce qui était confiance et la partie inférence, en fait, on n'avait pas. Et la partie surtout liaison avec la donnée, on ne l'avait pas. C'était des tenseurs qu'il fallait qu'on relise pour savoir dans quel frame on était, sur quel truc et à quel moment on pouvait lire l'information. C'était un peu compliqué. On était pour le coup 2 MLOps sur le projet et en fait on est passé facilement un mois à essayer de dégrossir ce truc-là. Alors, on a essayé un peu toutes les méthodos et tout ça pour vous dire à quel point tout ça je reviendrai après, mais justement sur la partie cadrage, tout ça pour qu'on nous dise après en fait si vous voulez on a un modèle ONNX qui existe, vous pouvez l'utiliser. Très bien. En fait, on va peut-être faire ça ou pas, parce que nous, on avait des modèles qui tournaient bien. Et en fait, quand on a comparé nos sorties aux leurs, en fait, justement, leurs sorties, elles étaient imbuvables. On avait du mal à... Si on n'avait pas leur bout de code pour faire l'inférence, on ne savait pas du tout comment lire les informations. C'est un truc qui est quand même assez délicat sur des sujets IA, surtout qu'on était un peu pressé par le temps. Je pense qu'il y a des personnes qui bossent dans les SI, on sait très bien à quel point ça peut être des moments très très speed entre le moment où il y a l'idée et le moment où il faut le sortir. Donc le time to market, fallait y aller. Et en fait, le souci après derrière ça, c'est que on avait deux modèles qui étaient coexistés, mais en fait, il y avait des choses qui n'étaient pas sûres en fait sur la partie affichage. Donc on a dû refaire des réunions avec l'équipe qui a fourni le modèle pour être sûr que tout fonctionnait, parce qu'on a eu des retours qui étaient en mode non mais votre modèle il fonctionne pas comme le nôtre, c'est pas bon. Donc on a dû montrer par A plus B que si c'était bien ce qu'on voulait et que ça fonctionnait parfaitement. Et en plus de ça, sur ce modèle, on a eu des problèmes de batch, puisqu'en fait, techniquement, quand on fait de l'inférence sur de la vidéo, on essaye de découper frame par frame et de traiter plusieurs frames en parallèle. Là, actuellement, au moment où le modèle a été transité, en fait, tout a été bloqué à une frame par une frame. Donc, en fait, le modèle pouvait recevoir X frames, mais en termes de process, il pouvait ne prendre qu'une seule frame en traitement à la fois. Ce qui fait que on a dû gérer une scalabilité au lieu de la gérer au sein des GPU, on a dû la gérer sur les serveurs directement pour pouvoir dire en fait on va demander 4 GPU qui vont tourner mais pas à 100% parce qu'on ne peut pas les faire tourner à 100%. Le mieux ça aurait été quand même de rentraîner complètement le modèle, mais on avait toujours pareil pas le temps. Après la partie cadrage, comme je disais juste avant, il faut que vraiment le sujet soit clair pour tout le monde. Plus on a d'interlocuteurs sur le projet, plus ça va partir un peu dans tous les sens. Le but, c'est quand même en tant que MLOps, si on a des modèles à mettre en production, de savoir déjà où on veut partir, s'il n'y a pas d'infrastructure existante, et s'il y a une infrastructure existante, ne pas hésiter en fait à la challenger pour voir si vraiment ça répond bien à ce qui est attendu. Et par exemple, au niveau des modèles, pas hésiter justement à bloquer pour dire en fait, là, on a X modèles qui tournent, mais des modèles complètement différents. Est-ce que ce serait pas mieux d'harmoniser pour justement avoir une plateforme qui va gérer un peu tout le déploiement des modèles et être tranquille de ce côté-là? Je vais faire un petit point sur les gains, justement, parce que là, il y a beaucoup de choses négatives, entre guillemets, qui ont été apportées. Mais je peux quand même me féliciter sur certains points. C'est que là, il y a un petit 100%. C'est juste que, en fait, l'architecture qu'on a déployée a été complètement validée et livrée.
Le but, c'était dès le départ, comme je le disais, c'est qu'on ait visé une architecture qui permette d'intégrer différents modèles. Si on a besoin d'intégrer ces modèles-là, ça va pas être très compliqué. Évidemment, je pense qu'il faudra des MLOps dans le projet, ou en tout cas un dev qui connaisse un peu le sujet pour pouvoir les intégrer. Mais globalement, on peut faire cette intégration au mieux. Et en fait, ça évite déjà de devoir repasser dessus si jamais plusieurs modèles doivent arriver par la suite, et en fait de devoir tout refondre, recasser, revenir sur le nouveau système, se dire ah bah ça en fait ça fonctionnait pas, donc repasser dessus, donc ça fait encore des coûts de développement qui peuvent être affolants à côté. Donc voilà, c'était vraiment un des premiers points. Le deuxième point, c'est qu'on a j'ai eu l'occasion de faire un peu de FinOps aussi sur ce projet, avec une optimisation de coûts. SageMaker, dans la méthode où on l'a utilisé, c'était, dirons-nous, un service qui tourne 24/24, 7 jours sur 7. Donc il n'y a pas de serverless, en tout cas pas sur le mode d'inférence que nous on voulait, puisque c'était des inférences qui duraient plus de 5 minutes. Donc littéralement, on oublie tout ce qui est serverless ou temps réel, ou synchrone plutôt. On oublie ça, on passe sur de l'asynchrone directement. Et en fait, l'asynchrone, c'est du 7/7, 24/24, sauf si on gère justement le nombre d'instances qu'on veut et qu'on réduise tout ça à 0. Pour vous dire, au départ, on était sur du CPU, qui coûtait pas trop cher, donc on était à 500 $, plutôt, voire $1000 le mois. Quand on est passé sur le GPU, ça a bondi à 2000, voire 2000 plus, quand ça tournait et qu'on n'oublie pas de descendre des instances. En fait, on a eu une mise à jour à un moment donné de provider sur AWS qui nous a permis d'avoir les nouvelles versions et des nouvelles règles de gestion sur nos serveurs SageMaker. Et en gros, on a pu les réduire à 0 si jamais il n'y avait pas de consommation GPU, ou en tout cas pas de demande en attente. Ce qui fait qu'on a quand même divisé par 2, voire 3, le prix total de l'instance, des instances qu'on utilisait. Ce qui fait qu'au final, on a quand même un peu cette vision aussi de dire, on fait de l'IA, l'IA ça peut coûter cher, mais il faut quand même rester raisonnable dans ce qu'on va vouloir utiliser, et toujours pareil, d'essayer de cibler au maximum le GPU qui va faire tourner au mieux le système, et de le saturer aussi, plutôt que de prendre quelque chose, un tank pour aller littéralement tuer une mouche, comme on pourrait dire, et de rester sur des choses qui ne vont pas être utilisées par la suite. Et ensuite, comme je le disais juste avant, c'est qu'on a supprimé, on a mis aucune dépendance d'IA dans la partie application principale. C'était vraiment un de nos souhaits dès le départ, de pouvoir justement gérer ce sujet-là au mieux, et de pouvoir avoir juste des plateformes de communication avec en fait l'application principale, puisque en fait, si jamais le sujet IA, une autre application dans l'équipe était créée, et il y avait besoin d'IA et du même système d'IA, en fait, on aurait pu communiquer aussi avec elle. Ça permettait d'ouvrir un peu plus facilement les discussions. En conclusion, il y a deux choses qui m'ont un petit peu marqué sur ce projet. Déjà, c'est de cadrer les demandes d'intégration. Comme je disais, à partir du moment où on commence à partir un peu dans tous les sens, et à pas avoir une vision claire de ce qu'on souhaite, c'est open bar, les gens vont partir un peu dans tous les sens. On va pas savoir ce qu'ils vont donner. Souvent, les personnes qui vont donner le modèle vont être en mode non, mais nous, on sait faire que ça, donc on va vous donner que ça. Des moments où ils peuvent forcément pas le faire, donc on peut les accompagner pour faire la traduction du modèle. À voir qui garde après cet outil-là. Sinon, en fait, on garde tout de notre côté, c'est à notre charge. Soit ils savent très bien faire la transition NX, ils sont en mode OK, on vous fournit le modèle NX et vous vous démerdez avec. Et on vous fournit aussi la partie code inférence. C'est vraiment cette vision qu'il faut avoir et qu'il faut rester à côté. Qu'il faut bien appuyer, puisque là, on va se retrouver souvent, parfois avoir des discussions de sourds, et à chaque réunion, répéter toujours la même chose, et en fait, tourner à côté en disant oui, mais le modèle que vous avez transité, il n'est pas bon, nous, ça fonctionne, mais vous, ça fonctionne pas. C'est des choses qui peuvent prendre du temps et être un peu saoulantes à la fin.
Et après, les sujets peuvent être très politiques aussi. Alors peut-être un peu moins maintenant parce que l'IA tend à être démocratisé un peu dans toutes les entreprises, même si globalement c'est pas encore forcément bien acquis ou en tout cas il y a encore des discussions pour déployer des outils, etc. En tout cas, je sais que nous, par exemple, on avait passé des comités d'architecture où en fait, pour le coup, nous ont demandé de vraiment éviter de créer des dockers pour déployer l'application. Donc, on a dû tester toutes les solutions que SageMaker nous mettait à disposition afin de pouvoir déployer le modèle YOLO V3 et de tester le Bring Your Own modèle, puisqu'en fait, on peut intégrer directement un modèle dans SageMaker sans passer par toute la transition au NNX, etc. Encore faut-il que ce soit sur des versions de Python qui soient plutôt récentes, avec des librairies qui sont reconnues par la partie AWS. Donc, autant dire que ça peut être parfois très compliqué. Des moments où on n'a même pas accès non plus au Docker et que AWS va fournir pour pouvoir faire le déploiement. Donc, en fait, on se retrouve coincé. La partie brique, elle va rester pareil bloquée, puisqu'on n'a pas d'entraînement à faire. Et là, en fait, surtout cette partie drag and drop de conception, c'est on prend le jeu de données et on va créer le modèle jusqu'au bout. Là, en fait, on a déjà le modèle, mais nous, on veut juste faire le déploiement. Et donc, en fait, on revient un peu à la base de ce déploiement par modèle. Et donc, la solution qui avait été retenue, donc celle qu'on a gardée, c'était la Bring Your Own Container, donc de tout construire et de tout déployer au sein de ce Docker. Et donc, voilà, c'est un peu le retour que je voulais faire dessus. Faut pas avoir peur. Les sujets IA peuvent être très impressionnants. Mais au final, quand on sait apporter les discussions comme il faut, c'est assez intéressant. Pareil, le cadre MLOps, on ne l'entend pas forcément partout. Ça peut être souvent du data engineer qui fait un peu de DevOps à côté et qui commence à déployer des IA aussi en même temps. Voilà, c'est encore des domaines qui sont en émergence à côté. Et donc, en fait, on est vraiment plutôt intéressé sur ces différents sujets, entre guillemets, d'avoir cette partie déploiement, cette partie un peu création d'IA. Après, il faut aimer aussi un peu tout ce côté architecture et partie Ops à côté. Donc, merci en tout cas de m'avoir écouté. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à côté. Je vois déjà que Sébastien veut poser une petite question qui était, avez-vous pu explorer un peu d'autres modèles en profitant du format ONNX? Je pense à Hello V4 par exemple, qui a un format modèle ONNX. Et ben alors non, justement, le problème c'est que les modèles, en fait, en gros, pour résumer un peu le principe de l'équipe, c'est que nous, en fait, on détenait la plateforme qui sauvegardait les vidéos. Et toute la partie modèle n'était pas gérée au sein de notre équipe. C'était notre équipe qui faisait ça. Et qui, pour le coup, allait partir sur YOLO VX à un moment donné. Donc, pareil, grosse discussion. On a commencé à mettre des warnings très très forts en disant en fait, nous, on veut le format ONNX. Mais le problème, c'est que on peut même pas savoir ce qu'ils vont toucher dans le modèle. À tout moment, en fait, récupérer les sources, ils vont remodifier en fait l'entraînement à l'intérieur, ou en tout cas les couches finales, ce qui font que, comme on a eu le coup avec YOLO V3, tout était inversé. Donc, ce qui fait qu'on arrive à obtenir des choses qui sont un peu ahurissantes, même pour le coup, ONNX qui a des méthodos de traduction directe ne comprend rien non plus et te sort juste deux sorties en mode il n'y a que ça. Et je ne sais pas comment sortir les autres formats. Bon, en tout cas, ça ne ressemble pas à quelque chose qui est vraiment connu de mon côté. Mais sinon, il y a beaucoup de la communauté, là, je suis repassé encore récemment sur GitHub, mais la communauté en fait est très active et en fait fait transiter beaucoup de modèles en format ONNX et d'ailleurs on continue la plateforme, donc c'est vraiment un sujet qui est giga intéressant. Et c'est vrai que moi, c'est des choses que je vais essayer de pousser au maximum dans les différents projets dans lesquels je vais pouvoir intervenir, parce qu'en fait, d'avoir une transition de modèle et de ne plus dépendre de TensorFlow ou de PyTorch. Ceux qui ont connu les débuts de TensorFlow avec toutes les mises à jour et les passages de version peuvent comprendre de quoi je parle. C'est vraiment des moments où on baigne un peu dans le sang et
les larmes pour faire des transitions de modèles, parce que du jour au lendemain, changement de version, les modèles qu'on a entraînés ne fonctionnent plus, il faut tout réentraîner, il y a des changements de version ou de format qui sont imbuvables, et je pense que bon, là maintenant ils se sont un peu calmés, mais à l'époque c'était en 2016, je pense, un truc comme ça, où c'était vraiment un peu l'enfer. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, en vrai, si vous avez vraiment d'autres questions, là on est vraiment sur une phase Rex. Je ne suis pas rentré trop dans la technique pour éviter justement de perdre beaucoup de personnes. C'était vraiment d'essayer d'être un peu très haut niveau sur le projet, de parler un peu technique avec les différents outils qu'on a pu utiliser, en tout cas les outils majeurs qui nous ont permis d'avancer dans le sujet et s'affranchir entre guillemets de certaines problématiques. Mais le but, voilà, c'était de garder cette très large vision pour simplifier et toucher un maximum de personnes. Et après, ouais, comme je le disais, la partie, les sujets MLOps, data engineer et entre guillemets phase de déploiement ops pure. La partie MLOps, moi je suis arrivé dans le domaine du MLOps par différents biais, où j'ai commencé justement à toucher un peu à la partie IA dans un premier temps, donc machine learning. Après, je suis rentré dans une mission où on a commencé à créer des plateformes d'entraînement et de déploiement, mais qui était encore, comme je disais, fait à la mano. J'ai créé des softs pour pouvoir mettre automatiquement des modèles à jour avec un fichier CSV et des scripts qui allaient chercher sur Git automatiquement les versions, sachant qu'on n'avait pas d'outils à disposition, parce que faire valider un outil, ça allait prendre 3 ans, donc ça va être un peu compliqué. Et en fait, j'ai continué à creuser dans cette partie-là pour essayer d'atteindre vraiment cette phase de déploiement pur et d'aller plus loin dans les différents sujets. Écoutez, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore pour avoir suivi ce Tech Live. Et je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres sujets qui pourront être un peu plus techniques sur la partie IA et déploiement. Merci beaucoup.